Et pour commencer, après les élections en Ukraine, les Dark Daughters, ce groupe de Kiev, nous montrent leur ville. Kiev. L'Europe et le monde voient généralement l'Ukraine comme une partie de l'espace post-soviétique, donc de la Russie. On entend souvent « Ah, vous êtes d'Ukraine, c'est la Russie ça, vous parlez russe ». Non, l'Ukraine c'est différent. Nous parlons notre propre langue, nous avons notre propre culture. Depuis la révolution de 2014, qui était aussi un mouvement contre la dépendance envers la Russie, la recherche par l'Ukraine de sa culture vit une renaissance. On réukrainise les prénoms et il y a de plus en plus d'écoles et d'universités où l'on parle ukrainien. Je m'appelle Natalka Alanievitch. Je suis née dans la région de Zaporizhzhia, dans le district de Priazovsk, dans le village de Voskresenka. Je parlais ukrainien dans mon enfance et je continue à parler ukrainien. Les Dark Daughters et leur fric cabaret travaillent ensemble à Kiev depuis 16 ans. En 5 langues, elles chantent l'utopie, la dépression post-soviétique, contre la guerre et pour l'amour. La composition du groupe reflète la diversité de la population ukrainienne. Je m'appelle Anya. Je suis née dans la petite ville de Prilouki. Ma langue maternelle, c'est le russe. Pourtant, quand j'ai attendu un enfant, j'ai décidé que sa langue maternelle serait l'ukrainien. J'ai donc commencé à l'apprendre. Je m'appelle Ruslana. Mon père vient du Kazakhstan, il est tatar et en famille nous parlons russe. Aujourd'hui, nous parlons russe avec mon mari. Mais avec mon fils, je parle les 2 langues, car il y a ce mélange de culture en moi. La situation, c'est qu'au cours de son histoire, l'Ukraine a souvent été opprimée. On a interdit aux Ukrainiens d'aimer leur culture. Et beaucoup de choses se sont perdues ou ont été oubliées. Des choses uniques, une richesse qui fait notre particularité et que nous pourrions partager avec le monde. La chanson Rosie Donbass est une variation sur le 35e sonnet de Shakespeare. C'est un message pour les séparatistes qui, avec l'aide de la Russie, ont pris par la force le contrôle des territoires de l'Est. Les musiciennes opposent à la guerre un message d'amour. Mon père pensait que l'ukrainien, c'était pour les paysans. Et que les gens intelligents parlaient russe. Nous reprenons beaucoup de poèmes très connus dans nos chansons. Les poètes qui appartiennent à ce qu'on appelle la renaissance fusillée de l'Ukraine. Il s'agit des intellectuels qui ont été victimes de la politique de Staline et du Kremlin dans les années 30. La capitale de l'Ukraine se développe rapidement. Une jeune scène artistique a repris confiance après la révolution de la place Maïdan et de plus en plus prend en main le renouveau de la ville. Nous vivons une époque intéressante. Il y a tant de choses qui sont en train de naître.
C'est une société nouvelle, avec beaucoup d'initiatives en matière d'art. L'état d'esprit change. Les gens commencent à se rendre compte que leur vie leur appartient. Je pense que nous avons de la chance de vivre en plein cœur des changements. Dans une cité en plein bouleversement, le milieu artistique s'approprie des lieux désertés. Pour accueillir le premier festival Nicolas Gogol de la culture, les Duck Daughters, avec d'autres, ont rénové et agrandi ce site de production à Petchersk, ce quartier central de Kiev. Art Arsenal est aujourd'hui une des principales institutions culturelles de la ville. C'est un endroit où l'on fabriquait des armes. Aujourd'hui, c'est un centre d'art. Ça a beaucoup de sens pour moi. Un lieu de production des outils de la violence est devenu un espace artistique. Ici, les gens créent et partagent leur art avec d'autres. Pour le pays, c'est un grand changement. Mais à l'est du pays, une guerre fait rage, avec jusqu'ici plus de 13 000 victimes. Y a-t-il une chance qu'une paix intervienne rapidement avec les Russes et les séparatistes ? Nous faisons tout notre possible pour protéger notre indépendance, pour défendre notre Ukraine. Dieu merci, nous pouvons le faire à notre façon, avec la musique. Tandis que les vrais soldats défendent l'Ukraine sur la frontière. La place Maïdan, le théâtre des manifestations pro-européennes. Des foules, souvent des centaines de milliers de personnes, se sont rassemblées ici pendant des mois pour protester contre la rupture de l'accord d'association avec l'Europe. Les Duck Daughters sont venus exprimer leur solidarité avec les manifestants, parmi les villages de tentes, les barricades et les cantines populaires. C'était un exemple éclatant d'unité des citoyens. Maïdan est devenu un échantillonnage de la société, sans les structures verticales du pouvoir. Je voudrais parler de la merveilleuse anarchie organisée qui régnait à Maïdan. C'était un îlot de liberté. L'énergie se libérait, aussi bien dans l'art que dans les esprits. Ce mouvement pacifique de contestation s'est terminé dans la violence. Plus de 100 personnes sont mortes à Maïdan. Les Ukrainiens sont le seul peuple qui a dû payer de son sang son désir de se rapprocher de l'Union européenne. Et ce qui semblait impensable est soudain devenu une réalité. Depuis presque 5 ans, il y a la guerre en Ukraine. Cette guerre consume des forces qui seraient nécessaires à ce nouveau départ, et beaucoup d'espoirs ont été déçus. Les élections de la semaine dernière ont vu la victoire d'un acteur. Il joue dans une série le personnage du bon président. La fiction de la télé peut-elle se transposer dans la politique quotidienne ? Le romantisme de la Révolution s'est terminé. À présent, nous sommes face à la routine quotidienne et à une tâche difficile. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça va devenir de plus en plus dur. Il y a beaucoup de choses à nettoyer. La corruption. Nous devons la combattre en chacun de nous. Ce n'est pas le fait que nos autorités soient corrompues. Nos esprits le sont. Les réformes urgentes se font lentement, mais l'Ukraine penche toujours vers l'ouest. En février 2019, une grande majorité du Parlement a décidé d'intégrer à la Constitution le rattachement à l'OTAN et à l'Union européenne. Pour moi, l'Europe, c'est d'abord les valeurs. Ce qui fait qu'un être humain est un être humain. Les qualités humaines de base. La gentillesse, l'empathie. Le fait d'être prêt à aider ceux qui vous entourent. L'entrée dans l'Europe est encore loin, même s'il y a eu plus de réformes sous l'administration Porochenko que les années précédentes. L'Union européenne n'est pas satisfaite des progrès du processus de changement.
Si vous voulez mon avis, la société européenne est devenue légèrement ennuyeuse. Si vous comparez l'Europe à chez nous, ici c'est bien plus intéressant. Quand les choses changent ou qu'une crise arrive, c'est le moment de semer les graines d'une nouvelle vie et d'organiser les choses à votre guise. Après leurs prestations aux États-Unis et en Europe de l'Ouest, le public du Centre culturel de l'Université Polytechnique attend le début du concert tant désiré des Duck Daughters. Pour les musiciennes, c'est le grand moment de la tournée. Pour moi, l'Europe aujourd'hui, c'est un peu une vieille dame fatiguée de vivre. Peu importe ce qui se passe, surtout, il ne faut rien changer. L'Ukraine, c'est un matriarcat. Ce pays est propulsé par une énergie féminine extrêmement puissante. L'Ukraine elle-même est féminine. Aujourd'hui, elle est prête à mettre au monde une vie nouvelle. Cette nouvelle vie, ce nouvel esprit sont déjà présents dans la ville du bord du Dniepr. À chaque coin de rue, on s'en rend compte. Depuis le 21 avril, on sait que le nouveau président de l'Ukraine sera Volodymyr Zelensky, ce nouveau venu en politique. Personne ne sait quel chemin il fera prendre au pays. Mais ces femmes d'Ukraine, pleines de force, suivront attentivement chacun de ses pas. Mais voici d'abord Odessa. En Ukraine, on va voter pour l'élection présidentielle. Nous avons voulu savoir quelle image les Odessites ont d'eux-mêmes. 5 ans après l'Euromaïdan, les manifestations pro-européennes. Flashback 2013. Il y a 5 ans et demi, nous avions déjà visité Odessa et nous avions naïvement posé aux artistes de l'époque cette question. Est-ce qu'Odessa est plutôt russe ou plutôt ukrainienne ? C'est une ville ukrainienne. Elle est russe, par l'esprit. À l'époque, nous ne nous doutions pas que peu de temps après, une révolution éclaterait et aussi une guerre entre l'Ukraine et des combattants russes. Aujourd'hui, nous retournons voir ce port de la mer Noire. Nous voulons savoir comment ces bouleversements ont changé la vie des gens et ce qui les préoccupe aujourd'hui. Notre guide de 2013, Elena Lebedinsky, est extérieurement d'aussi bonne humeur qu'alors, mais intérieurement, elle a beaucoup changé. Nous vivons une époque complètement différente. Ça fait seulement un peu plus de 5 ans, mais on a l'impression que 20 ans ont passé, tant il y a eu d'événements, de changements, dans la ville, le pays, en chacun de nous. Il y a 5 ans, on changeait brusquement d'époque. Sur la place Maïdan à Kiev, commençait un mouvement démocratique qui a gagné tout le pays. Le système post-soviétique, étroitement lié à la Russie, devait céder la place.
Et c'était le début d'un nouvel élan populaire qui poussait le pays vers l'Union européenne. Si nous sommes allés sur Maïdan, c'est parce que nous ne voulions plus vivre comme avant. Nous voulions montrer que nous avions notre mot à dire. Nous ne voulions plus vivre dans un régime corrompu, dirigé par des bandits. Nous voulions nous tourner vers l'Europe. Odessa a toujours été une ville très russe. Dans la rue, on entend plus souvent parler le russe que l'ukrainien. Ce qui s'est passé sur Maïdan et la guerre qui a suivi à l'est de l'Ukraine a profondément déstabilisé les gens. Ici, tout d'un coup, les bons voisins ou les amis sont devenus des adversaires. C'est comme ça que le pianiste Alexei Botvinov l'a vécu. Nous le rencontrons tout seul à la Philharmonie d'Odessa. Ce qui est arrivé a été un énorme choc. La Russie nous a attaqués. Il ne faut pas oublier ça. L'annexion de la Crimée a été ressentie comme si notre propre frère nous plantait un poignard dans le dos. Nos peuples sont comme de proches parents. La Russie et l'Ukraine sont si proches. Il est difficile de les séparer. L'un des compositeurs favoris de Botvinov est un Russe, Sergueï Rachmaninov. Botvinov est considéré comme l'un de ses meilleurs interprètes au monde. Dans cette époque incertaine où la guerre a commencé, Odessa semblait aussi être sur le point de tomber. Beaucoup craignaient qu'ici aussi, des combattants pro-russes puissent organiser un soulèvement. La réponse de Botvinov a été de fonder un festival de musique classique au milieu de ce chaos, pour montrer qu'Odessa faisait partie de l'Europe. À l'époque, personne n'avait vraiment goût à la culture. On ne pensait qu'à survivre. Mes amis m'ont simplement dit « Tu es fou, ce n'est pas le moment ». Mais je suis musicien et ça a été ma façon de soutenir ma ville et mon pays. Aujourd'hui, l'Odessa Classic Festival a lieu tous les ans et jouit d'une excellente réputation. Botvinov a ainsi attiré des stars internationales et de nombreux touristes. Par exemple, pour un concert open air sur le célèbre escalier du Potemkin d'Odessa. Alexei Botvinov est né à Odessa. Il y a passé son enfance. Et son enfance, oui, au fait, elle sonnait comment, monsieur Botvinov ? Mes souvenirs d'enfance à Odessa sont totalement heureux. Je jouais beaucoup au football et on faisait les fous dans les cours avec d'autres gamins. La documentariste, elle aussi, a passé son enfance dans les cours d'Odessa. Elle est revenue dans sa ville il y a quelques mois et a eu à nouveau le coup de foudre. Ici, même les maisons lui parlent. Chaque fois que je passe par ici, j'ai une petite conversation avec ces trois visages extraordinaires qui me demandent « Alors, comment s'est passée ta journée ?» Et je leur réponds « Bien » ou « Mal ». Des visages étranges qui ont toujours l'air de dire « Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe ici ?» Oleksandra Chouprina travaille à un film sur les vieilles maisons délabrées d'Odessa.
Si on va par là, on va découvrir une histoire, par ici une autre. Mais pour moi, c'est quand même un peu douloureux de me promener ici. Parce que les maisons disent aussi « Nous sommes en train de tomber en ruine sous tes yeux. Pourquoi tu ne nous sauves pas ?» Elle est arrivée au cinéma en 2013. Oleksandra avait 18 ans et Kiev était en pleine révolution. Elle est devenue membre d'un collectif vidéo de militants, Babylone 13. Je n'arrive pas à croire que 5 ans ont passé. À mon âge, on n'est pas habitué à des chiffres comme ça. Je sais seulement que sans Maïdan, je serais quelqu'un de totalement différent de celle que je suis aujourd'hui. Elle a ensuite travaillé à un film sur la guerre. Qui traite par exemple des volontaires ukrainiens qui combattent à l'est du pays. Верните нам наше небо, верните нам наш покой. Зачем вы пришли, соседи? Зачем вы пришли с войной? Aujourd'hui, un film sur les vieilles maisons d'Odessa. À première vue, un changement plutôt radical. Mais Oleksandra Chouprina le voit d'un autre œil. Je vois ça comme une guerre. Juste une autre guerre. La guerre dont Oleksandra parle, c'est le combat pour préserver l'héritage architectural de la ville. Ce clubhouse du 19e siècle en est l'une des victimes. Il tombe en ruine et il est probable qu'il va être démoli pour laisser la place à un nouvel immeuble de rapport. Je voudrais prendre la maison dans mes bras. Odessa était une ville très riche au 19e siècle. Les meilleurs architectes de France et d'Italie ont construit ici. Mais ce patrimoine est menacé à plusieurs endroits. Alexandre Babiš est historien. C'est un expert de l'architecture d'Odessa et c'est l'un des plus farouches adversaires de cette braderie de la ville. Voici le théâtre d'été dans le jardin municipal d'Odessa. Il a plutôt mauvaise mine. Le théâtre d'été a longtemps été un lieu de rencontre très couru au cœur de la ville. Odessa a été construite de façon assez désordonnée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de circulation. Et regardez, une mère assise ici avec son enfant qui dort, parce qu'ici c'est tranquille. On peut respirer un peu. Et c'est comme ça depuis 200 ans. 200 ans. Mais la municipalité a laissé cet endroit se dégrader. Puis il a été vendu, bien au-dessous de son prix. Maintenant, on veut y construire un centre commercial, à la suite d'une entente entre un promoteur et la municipalité corrompue, nous explique Alexandre Babiš. Il a organisé un rassemblement contre la vente. Des milliers d'Odessites sont venus. Une petite victoire dans ce combat pour préserver le centre historique. Mais cet engagement fait aussi de Babiš une cible. Ses ennemis utilisent les méthodes de la mafia. L'avant-veille, des inconnus ont incendié sa voiture, juste au pied de son appartement. À l'étage, ses 3 enfants dormaient. C'est sans doute une réaction à mon engagement de citoyen. Je fais partie d'une commission pour la préservation de l'héritage culturel de la ville. Je suis engagé comme historien pour la préservation du centre historique. Je combats contre la construction illégale des nouveaux immeubles. Babiš ne croit pas que les auteurs vont être poursuivis. À Odessa, il y a souvent des attaques contre les citoyens qui s'engagent. Les commanditaires ne sont jamais pris. Car d'après lui, la police et la justice sont tout aussi corrompus que la municipalité. Mais Babiš veut continuer. Je n'ai pas d'autre choix. On ne peut pas s'arrêter. Je le dois à mes amis. Mais on ne change pas à mon âge.
J'ai 48 ans. Il n'y a rien d'autre à faire que de continuer. Aujourd'hui, on vote pour les élections présidentielles en Ukraine. Le président actuel, Petro Porochenko, était réformiste après la révolution de Maïdan. Mais il a déçu les attentes. Dans des villes comme Odessa, les vieilles structures corrompues ont résisté. Et l'élan vers l'Europe s'est interrompu. Quant aux autres candidats, un célèbre comique du petit écran et la populiste Yulia Tymoshenko. L'espoir est bien loin. Métropolis, après 5 ans et demi, est revenu dans une ville où beaucoup de blessures se sont rouvertes et où les vieux problèmes n'ont pas encore été résolus. Alors à quoi ressemble l'avenir? Autrement dit, comment sonne-t-il le futur d'Odessa? Je suis sûre qu'Odessa va devenir une cité européenne moderne et qui va de l'avant. Odessa a une grande pratique de la survie. La ville a survécu à bien des guerres et des désastres. Je pense que l'énergie de cette ville peut la sauver à nouveau. Je crois que cela dépend largement de nous. Moi, je vais me battre et je me réjouis que beaucoup d'autres fassent comme moi. Je crois en un grand, en un heureux futur pour Odessa, comme capitale culturelle de la région de la mer Noire. L'Ukraine et la Russie se partagent l'accès à la mer d'Azov. Mais la Russie cherche toujours plus à imposer sa loi et les pêcheurs ukrainiens ont peur. C'est le côté russe avec les gardes frontières. Ils contrôlent tous les chalutiers. À la sortie du port, les pêcheurs se retrouvent seuls face aux forces de sécurité russes. De moins en moins de navires marchands accostent dans les ports ukrainiens. L'économie du pays souffre de cet abus de pouvoir. Des unités de défense territoriale constituées de civils se préparent au pire. Certains redoutent une invasion de la région. On sait d'ores et déjà, et de façon sûre, qu'une nouvelle vague d'agression de la part de la Russie va nous frapper. Inutile de s'en cacher. Le chalutier Vera quitte le port ukrainien de Berdiansk. Il en a rarement l'occasion ces derniers temps. L'entreprise de pêche de Vladimir Tcherepovski en pâtit. On va franchir le canal du port de Berdiansk. Vous voyez que le port est pratiquement désert. Il n'y a presque aucun bateau à l'horizon. La mer d'Azov est entourée par la Russie et l'Ukraine. Selon un accord passé entre les deux pays, ces eaux sont gérées conjointement. Mais depuis l'inauguration en mai 2018 d'un pont de 19 km reliant le détroit de Kertch à la Crimée, la Russie entend faire valoir ses prérogatives. Elle entrave comme bon lui semble la navigation dans cette mer partagée. Voici la position de notre bateau. Il y a un navire russe juste devant nous, certainement un garde-côte. Les Russes posent des questions sur l'itinéraire, ils veulent savoir le nom de chaque bateau, la taille de l'équipage et la nationalité de chacun. Pour les navires russes, tout va bien. Ils poursuivent leur activité sans encombre. Du côté ukrainien, on est inquiet. Signe 51, c'est le chalutier Vera, bonjour. Vous m'assurez que vous n'allez pas franchir le détroit de Berdiansk? Tout à fait, nous repartons déjà. La zone de pêche située au large de la baie ukrainienne est contrôlée par les Russes.
Autant ne pas s'aventurer trop loin, encore moins avec des journalistes à bord. Mais Vladimir a d'autres préoccupations. En l'absence d'accord avec la Russie sur la répartition des quotas de pêche, les autorités de son pays ont cette année interdit aux entreprises ukrainiennes d'exercer leur activité en mer d'Azov. Il semblerait que la Russie n'ait pas pris de telles mesures. Pour Vladimir, la situation est intolérable. Mais devant les caméras, pas question de lancer ses filets à la mer. L'Ukraine nous interdit de pêcher, ce qui est absolument inacceptable. Mais les Russes peuvent aussi nous mettre en difficulté si ça leur chante. Aujourd'hui, les caisses à poissons resteront vides. Mais Vladimir a plusieurs fois pris le risque de braver l'interdiction ces dernières semaines. On a été contrôlés tellement de fois par les Russes. À chaque fois, ils vérifient nos autorisations de pêche. Et quand tout est en règle et qu'aucune infraction n'est enregistrée, alors ils nous laissent circuler. Bizarrement, les Ukrainiens prétendent que toute cette procédure n'a plus aucune valeur. Kiev veut éviter d'accroître la tension à cause des quotas de pêche. Mais dans le même temps, le gouvernement porte un coup dur à l'activité de ses propres pêcheurs. En décembre 2018, Vladimir n'a pas eu le droit de sortir une seule fois en mer. C'est une perte sèche de 80 000 € pour l'entrepreneur. En janvier, sa pêche lui a été confisquée par les autorités ukrainiennes. La première fois, ils ont tout pris. La deuxième fois, ils nous ont laissé la moitié. On se demande où est la logique dans tout ça. Situation compliquée sur le littoral ukrainien de la mer d'Azov, qui est occupée à l'est par les séparatistes pro-russes. La ville portuaire de Mariupol compte 500 000 habitants. Elle n'est qu'à quelques encablures de la ligne de front plus à l'est. La cité est entourée de checkpoints. Pour Maria Podibailo, les provocations et actes de guerre ne sont pas près de s'arrêter. Cette femme officier, activiste dans une organisation non gouvernementale, assure le lien entre l'armée et les civils. Elle prépare son pays au pire des scénarios. Maria se rend aujourd'hui sur la ligne de front pour se faire une idée de la situation. Ce secteur, qui a déjà été brièvement occupé, a été repris par les troupes régulières ukrainiennes. On nous tire dessus depuis cette colline. C'est une position stratégique. Cette zone est actuellement sous occupation russe. Les gens essaient de reconstruire par ici. Mais les champs sont minés depuis la guerre et les tirs continuent, même sur les bâtiments civils. Les habitants de ce secteur ne sont pas particulièrement patriotes ou politiquement engagés, mais ils savent d'où viennent les tirs. La ligne de front est à 2 km. Plus de 10 000 Ukrainiens sont déjà tombés à cause de la guerre. Un jeune homme est mort ici. Il était né en 1986. On sait d'ores et déjà, et de façon sûre, qu'une nouvelle vague d'agression de la part de la Russie va nous frapper. Depuis le printemps 2018, la souveraineté de l'Ukraine est menacée. Une attaque russe par la mer n'est pas à exclure. Cette zone a déjà été presque entièrement occupée. Aujourd'hui, il faut agir vite. Et si personne n'arrête la Russie, il n'y a pas que l'Ukraine qui en souffrira. Retour à Mariupol, à 20 minutes en voiture. Maria vient de l'Ukraine de l'Ouest. L'ukrainien est sa langue maternelle. La moitié des habitants de Mariupol est d'origine russe. Le russe est d'ailleurs la langue usuelle de la cité. En 2014, à la suite de l'annexion de la Crimée, Mariupol a été le théâtre de violents affrontements. La mairie était en flammes et les opposants pro-russes au nouveau pouvoir en place ont essayé de reprendre le contrôle de la situation. En vain. Maria est convaincue que cette attaque était orchestrée depuis la Russie. Des gens se sont rassemblés ici. Ils étaient venus par bus entiers. Ils ont manifesté et ils ont occupé la mairie.
Ils ont aussi mis le feu à des pneus et scandé des slogans comme « Poutine, reviens rétablir l'ordre ». Ils avaient monté tout un scénario pour reprendre le contrôle de la région en un temps record, comme en Crimée, pour en faire un territoire russe. La guerre a eu des conséquences dramatiques pour l'économie de la ville portuaire. Les pertes se chiffrent à 200 millions d'euros depuis le début des hostilités. D'importantes transactions avec le Donbass ont été interrompues. La construction du pont de Kertch n'a fait qu'aggraver la situation. Depuis, les très gros cargos ne sont plus en mesure de franchir la mer d'Azov et les contrôles côté russe sont interminables. Fin novembre 2018, il y a même eu des échanges de tirs. Pour les affréteurs, l'addition est salée et la situation est devenue trop risquée. À l'entrée du port, les remorqueurs n'ont plus de navires marchands à tracter. C'est très triste. On se sent comme ces deux remorqueurs au loin. Ils circulent, mais ils ne rapportent rien. Ils ne tractent rien. On est comme eux. On a la force, le potentiel, les capacités, mais on ne peut rien en faire. C'est tout notre problème. Il y a quelque chose qui nous paralyse et qui est indépendant de notre volonté. Les frères jumeaux Artem et Roman ne travaillent plus que 4 jours par semaine pour seulement 2 tiers de leur salaire. C'est bien plus qu'un blocus économique. C'est l'asphyxie de toute une région. L'activité de toutes les entreprises situées dans la zone sous contrôle ukrainien dépend de notre port. Dans cette entreprise publique, subventionnée par le gouvernement de Kiev, il n'y a pas encore eu de licenciement massif. Mais pour l'heure, nos 2 dockers chevronnés en sont souvent réduits à faire du nettoyage. C'est vraiment un travail hautement qualifié, réservé à l'élite. La situation du chantier naval d'à côté n'est pas plus reluisante. Sergueï Chestitko joue au domino avec ses collègues. Ici aussi, le travail se fait rare. Cette entreprise privée n'est pas subventionnée. On place tous nos espoirs dans un changement de gouvernement. Peut-être aux prochaines élections, qui sait. On reste à la maison. L'entreprise nous paye moins, mais bon. Le plus important, c'est que la guerre s'arrête. Tout sera plus facile après. Le chiffre d'affaires est en chute libre depuis le début du conflit. 60% des commandes venaient des Russes. Cette entreprise multiséculaire existait déjà sous la Russie des tsars. Elle a poursuivi son activité avec succès pendant l'ère soviétique, puis dans la jeune Ukraine. Le grand-père de Sergueï travaillait déjà sur ce chantier. Je me sens déchiré entre la Russie, mon pays de cœur, et l'Ukraine, qui est le pays où je suis né. J'aimerais que nous soyons des pays frères comme avant. La Russie et l'Ukraine doivent redevenir des pays amis. Je ne peux pas choisir, impossible. Il y a quand même un semblant de travail pour Sergueï et ses collègues avec le seul navire présent dans le chantier naval à l'heure actuelle. Notre directeur fait de son mieux pour arranger les choses, mais ce n'est pas lui qui a les cartes en main. À ce stade, tout dépend du gouvernement. Les travailleurs redoutent de perdre leur emploi. Le patron du chantier naval a de plus en plus de mal à les rassurer. J'ai encore 11 mois à travailler avant de partir à la retraite. Dites-moi les yeux dans les yeux que le chantier sera encore debout d'ici là. Il sera encore là. Vous pouvez nous le garantir? J'ai vraiment peur de perdre mon travail. Le prochain navire est prévu pour quand? Dans une semaine. On a encore 3 semaines de travail sur celui-là. Il reste 46 valves à changer. De quoi vous parlez? Il n'y a plus rien à faire. Demain, il y aura encore du travail. Avant, il y avait 2 et même 3 bassins en activité ici. Et aujourd'hui, on n'en a plus qu'un. Travailler tant que c'est encore possible.
Je suis désespéré. Quelqu'un sait ce qui va nous tomber dessus? Personne. Si même notre gouvernement ne sait pas ce qu'il fait, on est vraiment mal barré. Et si la tension monte encore au pont de Kerch, il se passera quoi? Ce sera la guerre. On n'a aucune stabilité. Et pendant ce temps, les gens foutent le camp de l'Ukraine. J'aimerais tellement partir pour l'étranger. Mais ma place est ici et je n'ai pas envie de quitter ma famille et ma ville. J'ai passé l'âge pour ça. On attend quoi? Notre président Poroshenko est un héros. Il nous avait pas dit qu'il allait stopper la guerre en 2 ou 3 semaines. 5 ans après, il y est encore. Notre Igor est un tribun de choc. Il parle comme un homme politique. Si jamais il entre au Parlement, ça va faire mal. C'est aussi un employé exemplaire et ça ne gâche rien. Le chalutier Vera est arrivé au port ce matin avec une cargaison de 5,5 tonnes de sardines. La pêche a été bonne. Vladimir s'estime satisfait. Tout s'est bien passé au moment du déchargement au port. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? On vous a posé des questions? Les autorités de la pêche étaient de nouveau là. Qu'est-ce qu'elles voulaient? Vous avez eu des soucis? Non, pas cette fois. Pas comme la dernière fois alors. Est-ce qu'elles vous ont montré un document qui interdit la pêche? Pas du tout. Elles nous ont regardés en train de décharger le poisson. Mais ils n'ont touché à rien. Je leur ai présenté les papiers d'autorisation pour partir en mer. Les temps ont peut-être changé. Une vidéo des autorités ukrainiennes présente Vladimir comme un braconnier. Lui affirme vouloir sauver son poisson sans avoir à payer des dessous de table. Il n'y a qu'une chose qui vous intéresse. Tout nous confisquer. Allez vous faire foutre. La scène qu'on voit sur la vidéo confirme la thèse que les autorités ont mis en place un système pour me soutirer de l'argent et empocher des pots de vin. On me voit en train de les prévenir qu'il ne faut pas jouer à ça avec moi. Je me bats contre ce genre d'abus. Со мной не произойдет, и как раз против этого я и борюсь. L'entreprise de Vladimir conditionne elle-même le poisson, mais son activité n'en est pas moins menacée. La semaine de travail a été ramenée à 3 jours. Alors, comment ça va pour vous? Je sais que ça pourrait être mieux, mais en attendant... On a du mal à joindre les deux bouts avec nos salaires. Mais on comprend la situation et on attend des jours meilleurs au travail et pour l'Ukraine. Vladimir avait 3 chalutiers, il en a déjà revendu 2. S'il a pu garder une partie de ses prises en 2018, les autorités le considèrent malgré tout comme un braconnier. Je trouve très injuste qu'on nous confisque notre poisson. Mais dans l'état actuel des choses, il nous est impossible de nous défendre. Ça nous a obligés à licencier la moitié de nos employés. Vladimir va devoir affronter l'épreuve d'un procès. La banlieue de Mariupol. C'est ici que vit Sergueï, tout près de la ligne de front. Ces lotissements ont tous tremblé pendant la guerre en 2014. On a entendu une explosion, un bruit sourd. J'ai immédiatement attrapé ma femme et ma fille, je les ai entraînées dans le couloir et je les ai couvertes. On est resté allongés au sol. Les vitres ont volé en éclats. Une épaisse fumée noire a pénétré dans l'appartement. On ne voyait plus rien, l'odeur était suffocante. Quand tout s'est calmé, on est allé voir ce qui s'était passé. Tout était en flammes, les gens criaient. Il y avait des morts et des blessés dans la rue. La famille s'efforce de vivre normalement. La femme de Sergueï, Irina, travaille pour l'administration fiscale de la ville. Leur fille Victoria
en vacances chez ses parents, fait des études de droit à Odessa. Il y a de grandes chances pour que je reste à Odessa. Je crois que je vais faire ça. Quand la paix régnera de nouveau, elle reviendra à Mariupol, mais pas avant. Pour Sergueï, si les conflits s'éternisent, le scénario du pire est à envisager. La Russie occuperait l'Ukraine, car militairement, elle est largement supérieure. Et si d'autres pays devaient s'en mêler, ça pourrait déclencher une guerre mondiale. Ce serait terrible. De l'autre côté de la ville, dans le village de Pokrovski, où habitent les frères jumeaux Artem et Roman. Depuis qu'ils ont moins de travail, ils consacrent encore plus de temps à leur cep de vigne. C'est dans un mois que ça va se corser et qu'il faudra attacher la vigne. Là, on est encore en hiver. Pour l'instant, elle hiberne. Une partie de la récolte va être vendue histoire d'améliorer un peu l'ordinaire. Les légumes du potager sont un apport appréciable. Notre salaire suffit tout juste à payer les factures d'électricité, d'eau et de gaz. Le prix du gaz a été multiplié par 12 en 5 ans. C'est exorbitant. Pour l'heure, le conflit entre les Russes et les Ukrainiens rejaillit surtout sur le montant des factures de gaz. La situation s'est fortement détériorée en 5 ans. Quand les obus ont commencé à tomber, Dima, le fils d'Artem, a demandé à son père de construire un abri. Vas-y, allume la bougie. Tu as été le premier à le faire à l'époque. Ma femme était enceinte de 5 mois et mon fils, qui avait 6 ans à l'époque, a eu une idée. Il est allé voir sa mère et il lui a dit « N'aie pas peur, maman. Je sais comment il faut faire pour vous sauver. » On entendait des tirs à 2 kilomètres. Alors j'ai eu l'idée d'emporter toutes les bougies, les allumettes et ce qui était nécessaire pour vivre ici. J'avoue qu'au départ, on a trouvé ça un peu choquant avec ma femme, qu'ils veuillent tout préparer pour venir vivre ici en sécurité, dans l'hypothèse où des obus seraient lancés. J'ai consolidé le plafond avec des poutres en acier. J'ai enlevé la charpente et j'ai coulé du béton à la place. Sans oublier le bon vin. Artem met tout en œuvre pour que sa famille, qui a des racines ukrainiennes tout autant que russes, ait une vie agréable. Il a pratiquement tout fait lui-même dans sa maison. L'essentiel pour lui, c'est que les enfants puissent grandir normalement, loin du sentiment de peur. Artem espère ne jamais avoir à quitter son foyer. Mais dans cette éventualité, lui et sa femme ont tout prévu. Si jamais la guerre éclatait à nouveau, c'est moi qui devrais emmener les enfants en voiture pour les mettre en sécurité. Mon mari resterait sur notre propriété pour empêcher que notre maison soit pillée. On n'a pas le droit de sacrifier des vies humaines au nom de je ne sais quels enjeux politiques. 2 peuples très proches, même si leurs mains ont trempé dans le sang à cause du conflit, doivent se pardonner et se réconcilier. Il faut trouver un compromis. On n'arrivera à rien sans dialogue. Et c'est ce que je dirais à mes enfants. Communiquez avec les gens, apprenez à faire admettre votre point de vue sans prendre les armes. Mais pas de dialogue en vue pour l'instant. Le protocole de Minsk est resté lettre morte. Le cessez-le-feu est violé de manière récurrente. Gloire aux Ukrainiens. Gloire aux héros. Dans la soirée, Maria passe voir Alek et Vyacheslav au QG de l'organisation Nouveau Mariupol dont elle est la coordinatrice. Il s'agit de piloter l'entraînement des bataillons de volontaires. En marge du soutien à l'armée ukrainienne régulière, Nouveau Mariupol veut contrecarrer la propagande pro-russe. En 2014, la population était complètement perdue. Il faut dire que la désinformation russe avait fait son œuvre pendant des années. La Russie,
Les Russes. La plupart d'entre eux voudraient restaurer l'Empire russe. Ils en sont toujours à leur démarche impérialiste. Le monde entier appartient à la Russie. Cette ville est russe, il nous appartient de la diriger. Ils ont essayé pendant des siècles de changer notre manière de voir les choses. Et parfois ça a marché. Même moi je parle russe, c'est vous dire. Le lendemain matin, les unités de civils sont à pied d'œuvre devant un bâtiment du bord de mer. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Gloire à la nation. Mort aux ennemis. La petite troupe s'entraîne sur la plage juste à côté. Du médecin au simple ouvrier, tous les corps de métier sont représentés. Vyacheslav, qui fait partie des volontaires de Nouveau Mariupol, est également présent. Il est programmeur dans la Syrie locale. Sous la férule d'un officier, ces civils sont formés au combat armé. L'un couvre, et l'autre il fait quoi? À vous de voir entre vous et de décider qui est le numéro 1 et qui est le numéro 2. Je n'ai absolument plus peur maintenant. S'il le faut, nous prendrons les armes et nous nous battrons. En tant que patriotes, nous devons faire figure d'exemple. 7 pas. La distance est de 7 pas ou de 7 mètres. Retour à Berdiansk, l'autre ville portuaire sur la mer d'Azov, à 80 km de Mariupol. Vladimir est en route pour le tribunal. Il est accusé de braconnage et son procès commence aujourd'hui. Je ressens une certaine amertume en voyant que des gens incompétents m'empêchent d'exercer mon activité normalement. Je ne peux pas me concentrer sur le bon développement de mon entreprise, dans la mesure où tout mon temps est consacré à la paperasserie. Assisté de son avocat, l'entrepreneur veut obtenir du tribunal l'autorisation de pêcher sans restriction. Le flou qui règne sur les quotas de pêche du fait de l'échec des négociations entre Kiev et Moscou a créé un vide juridique. Vladimir et ses employés n'ont pas l'intention d'en faire les frais. Ils ont décidé de se battre. Misha, dis-moi pour les papiers, tu as tout ce qu'il te faut? J'ai tout. Le plus important, ce sont les originaux des autorisations de pêche. J'espère qu'ils vont nous écouter. L'audience doit commencer à 8h30. Vladimir est appelé dans le bureau de la juge. Pour quelques minutes seulement, car le procès est reporté. Les autorités de la filière piscicole et les magistrats manquent à l'appel. Je n'ai pas obtenu le jugement qui aurait fait la lumière sur mon droit de pêcher ou pas. Je suis frustré. Cette incertitude est insupportable. Je suis vraiment déçu. Vu la façon dont ce pays est gouverné, je crois qu'il n'y a aucun avenir et aucune perspective. Sur la côte ukrainienne, des milliers de gens vivent de la pêche. Depuis le début du mois de décembre 2018, ces hommes ne sont plus sortis en mer. Vladimir connaît ces pêcheurs de longue date. Vous en savez un peu plus? Personne ne sort en mer et nous on reste ici. Il n'y a pas d'interdiction, mais il n'y a pas d'autorisation non plus. C'est une véritable gifle. Les Russes continuent à travailler, mais pas nous. Il faut que les règles du jeu soient claires. Ce flou perpétuel nous stresse complètement. C'est comme ça qu'on vit. Le plus simple, c'est de l'ouvrir, de regarder à l'intérieur, de tout nettoyer, peut-être que ça suffit pour qu'il redémarre.
3 mois avec 2 ou 3 degrés de moins, plus l'humidité, ça fait mal. Un moteur, il faut que ça tourne. Oui, 3 mois sans servir, c'est pas bon. Mais voilà les conséquences de l'interdiction de pêcher. C'est bon, il est prêt à aller en mer. Ils sont là-bas. Il y en a toujours 2 ou 3 qui patrouillent. Rien que le fait qu'ils aient des armes à bord, ça n'est pas fait pour nous rassurer. C'est pour ça qu'on n'a pas acheté l'ancre. On s'est dépêché de rentrer à la maison. Ils étaient tout près du littoral, et c'était des navires de guerre. La Russie n'a pas le droit d'occuper le littoral. D'un autre côté, il faut qu'une forme d'ordre s'applique pour assurer la sécurité. Si notre gouvernement arrive à créer des conditions de sécurité, alors bravo, nous ne pourrons qu'applaudir. Si c'est quelqu'un d'autre qui décide à sa place, désolé, mais ce sera la démonstration de sa faiblesse. Si le gouvernement ukrainien nous empêche de vendre du poisson d'Ukraine en Ukraine, alors j'irai en Russie avec mon poisson, je me mettrai sous pavillon russe et je demanderai l'asile politique. On a encore un peu d'espoir, mais je ne sais pas si ça va durer.